Johnny, qu'est-ce que ça fait d'être sur la scène de l'Olympia 25 ans après ton dernier passage? C'est une salle où tu as des bons souvenirs? Ah oui, je n'ai toujours eu que de bons souvenirs ici, oui. Et les bons souvenirs, c'est quoi? C'est des personnes, c'est des années? Bah, les bons souvenirs, d'abord, c'est l'équipe de l'Olympia, Marilyn, qui s'occupait du bar, Patricia Cocatrix, bon, son père, bien sûr. La première fois que j'ai fait l'Olympia, enfin les trois fois au début que j'ai fait l'Olympia, c'était donc Bruno, qui était toujours derrière le rideau. Et j'ai une anecdote d'ailleurs sur Bruno Cocatrix, c'est qu'il avait l'habitude toujours de, à la fin des spectacles, derrière le rideau, de venir embrasser son artiste, à bras-le-corps, comme ça. Et un jour, il fumait le cigare, et un jour, il a oublié qu'il avait le cigare. Et il me prend à bras-le-corps et il veut m'embrasser, avec les cigares qui me brûlent la joue. Et j'ai fini les 15 jours de représentation avec un sparadrap sur la joue et un trou dans la joue. Donc ça, c'était une anecdote que bon, je ne vous lirai jamais parce que bon, on m'avait jamais embrassé encore avec un cigare. Avec pas mal d'orchestres différents, notamment j'ai vu les Beatles la première fois qu'ils sont venus à Paris. J'ai vu les Rolling Stones. Et puis j'ai joué sur cette scène avec Jimi Hendrix. Ces quelques semaines de contact avec Jimi Hendrix, qu'est-ce qui t'en reste? C'est quoi ton souvenir d'Hendrix? Jimi Hendrix, pour moi, est toujours vivant, même en n'étant plus là. C'est-à-dire que c'est devenu un personnage qu'on n'oublie pas comme ça. Il fait toujours partie de nous par rapport à la musique, par rapport à son fameux jeu de guitare. Et je me rappelais toujours, on avait fait un Musicorama ici ensemble à l'Olympia. Et j'avais lu les critiques le lendemain qui l'ont assassiné. Les critiques qui disaient, oui, pourquoi Johnny a amené ce joueur de guitare noir qui ne sait faire que du bruit, qui ne joue pas de guitare, qui mange sa guitare avec ses dents et qui fait brûler sa guitare à la fin sur scène. Et ce qui n'était pas des critiques très gentilles. Et 3 ans plus tard, quand il est passé en vedette ici à l'Olympia, les mêmes critiques l'ont encensé en disant que c'était le guitariste du siècle, c'était l'artiste le plus formidable, le seul bluesman qui existe aujourd'hui. Ce qui prouve quand même que les critiques disent beaucoup de conneries, quoi. Le doute est très présent dans ta vie, aussi bien professionnelle que privée. Et quelles que soient les chances de réussite, même si tu pars archi favori, tu doutes toujours. Oui, parce que tout peut arriver dans le métier qu'on fait. Je veux dire, il faut jamais crier victoire avant d'avoir fait quelque chose. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, bon, les vieux dictons. Mais on peut jamais savoir. On fait un métier tellement bizarre. On pense qu'on va réussir quelque chose, on est content de ce qu'on a fait, et puis ça peut arriver que ça ne fonctionne pas du tout, que les gens ne suivent pas. Donc il faut jamais, on est sûr de rien. Moi, c'est vrai que je doute énormément de tout ce que je fais. Il faut vraiment que je vois le résultat sur les gens pour vraiment me rendre compte si c'est... Parce que moi, même si j'aime bien quelque chose, c'est pas obligatoirement, j'ai pas la science infuse, c'est pas obligatoirement pour ça que ça va marcher. Ou c'est pas pour ça que ça va plaire non plus. Je fonctionne à l'instinct, je travaille à l'instinct, je suis incapable de préméditer quelque chose trop longtemps à l'avance. Bon, par rapport aux dates, quand je fais un spectacle, je suis obligé quand même de prévoir ça. Mais quand je commence à préparer un nouveau spectacle, c'est vrai que je m'y prends toujours à la dernière minute. J'ai besoin de faire les choses, j'ai besoin de faire les choses en état d'urgence. Si je les prépare trop longtemps à l'avance, je deviens mauvais. C'est pas naturel pour moi. C'est-à-dire que je me lasse vite des choses. Donc, si je prévois les choses trop longtemps à l'avance et que je les travaille trop longtemps à l'avance, au moment de les faire, j'en suis déjà lassé.
Donc c'est un petit peu aussi pour ça que je travaille en état d'urgence, un petit peu à la dernière minute, mais bon, ça me réussit bien et c'est comme ça que je fonctionne. Tu m'as dit un jour, quel que soit le choix qu'on prenne dans la vie, il faut aller au bout des choses et moi je veux aller au bout des choses. C'est certain. Je déteste les gens qui commencent quelque chose et qui ne le finissent pas. Moi, j'ai jamais été comme ça. Quand j'ai un but de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout de l'os, je vais jusqu'au bout. J'ai rarement arrêté quelque chose en cours de route. Et quand je dis rarement, je ne me rappelle pas avoir arrêté quelque chose en cours de route. Est-ce que tu crois à la chance? Oui, énormément. Je crois que j'ai bâti quand même une grosse partie de ma carrière sur la chance. Aussi bien sur ma carrière, aussi bien ma carrière d'ailleurs que le reste d'ailleurs. C'est vrai, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. Je pense très honnêtement que j'ai certainement au-dessus de ma tête une étoile qui me veut du bien. Est-ce que tu crois pas que c'est celui qui a de la chance, c'est celui qui sait se mettre au bon endroit, au bon moment? Non, c'est celui qui force un peu le destin, bien sûr. Mais j'ai passé toute ma vie à forcer le destin. Euh, je crois que quand on se contente très honnêtement uniquement de ce qu'on a, on n'avance pas, on stagne. Il faut oser, je pense, risquer de perdre ce qu'on a pour avoir plus, mais aussi avec le risque de rien avoir non plus. Mais c'est un risque. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Et je peux peut-être perdre tout ce que j'ai, mais si je ne risque pas, je n'ai pas plus. Donc je crois que c'est important. J'y crois à ça. Tu es arrivé à un tel point de complicité et d'amour avec ton public qu'il t'accorde une impunité absolue. Tu peux faire maintenant ce que tu veux, de toute façon. Il t'aime, il te pardonne. Est-ce que tu en es conscient de ça? Je crois que le public me suit à travers ma vie, et à travers mon métier, parce qu'ils savent que je ne suis pas un truqueur. Je ne truque pas quand je fais mon métier. Je le fais honnêtement, je le fais à fond, je ne m'économise pas. Et ils le savent, ils le sentent, parce que ça se sent. On ne peut jamais pouvoir se permettre n'importe quoi. Je pense que c'est pas vrai, ça. C'est faux. Il y a une phrase qui revient souvent chez toi, c'est exister, c'est insister. Tu penses que c'est nécessaire? Bien sûr. Bien sûr, on n'arrive pas comme ça par l'esprit du bon Dieu, tout simplement. D'abord, je trouve que c'est une jolie phrase. Et c'est vrai qu'exister, c'est insister. Et je dis toujours que, mais ça je le dis toujours en boutade, je dis que j'ai eu mon public à l'usure. Si tu avais à refaire ta vie depuis le début, qu'est-ce que tu ne referais pas et qu'est-ce que tu changerais? Je peux pas le dire. Mais je peux pas le dire parce que j'en sais rien. Si on savait les choses, on les ferait pas. Mais maintenant, tu sais. Oui, mais donc, je ne sais pas. Non, on peut pas. Ça fait partie du destin, on peut pas dire. Les choses, ça arrive. Ça arrive. La vie, c'est quelque chose d'imprévu. On peut pas dire ça. L'ayant vécu, je peux pas dire maintenant j'aurais fait ça ou j'aurais pas fait ça. C'est de la foutaise parce que ça serait fausser le jeu. Parce que la vie est un jeu, de toute façon. Tu es rarement seul. Même dans les moments où tu pourrais être seul, il y a toujours au moins une personne qui t'accompagne. Et qui t'accompagne même, mais ça peut être, c'était par exemple sur le bateau, tu étais loin, mais tu as... Mais j'aime pas être seul, moi, parce que seul, je m'emmerde. J'ai personne à qui parler, et moi j'aime bien parler. Alors bon, c'est vrai que... non, et puis moi j'aime bien la compagnie de quelqu'un, je veux dire...
Ça m'est arrivé, bien sûr, comme tout le monde, de me retrouver tout seul et d'aller au restaurant et de prendre une table et de me commander un dîner. Bon, c'est pas marrant, hein, Tu peux être accompagné d'une personne et même pas parler. Oui, bah oui, Partager mais des des fois, tu sais, moi je suis assez rêveur, donc moi je pense à plein de choses. Et je peux très bien être au milieu de 100 personnes et puis m'isoler, être complètement isolé et penser à tout à fait autre chose que les gens avec qui je suis ou ce que je fais là. En 74, il te dit, tu vas quand même, donc tu as 30 ans à cette époque-là, il me dit, tu vas quand même pas chanter jusqu'à 45 ans. Et très très bizarrement, tu as l'air d'accord avec lui. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Quelle connerie. Ça dit des conneries des fois. Enfin, bon. On était jeunes à l'époque. Je dis, qui excuse les conneries de l'époque. Et un soir, au restaurant, tu nous as fait une imitation de Guillaume Durand faisant l'éloge funèbre pour la mort de Johnny Hallyday. Indépendamment du fait que c'était extrêmement drôle, ça m'a quand même montré que tu avais un certain recul sur la mort, sur la tienne en particulier. Oui, ben, non, mais c'est vrai que je m'imagine toujours que quand je mourrai, ce qui m'amuse surtout, c'est de m'imaginer parce que je vois ça un petit peu comme une scène, voir la tête des gens avant l'enterrement, quoi. Il y en a quelques-uns quand même qui sont assez drôles. je trouve. J'ai trouvé, ce que j'ai trouvé d'aberrant dans les enterrements, c'est les gens qui sont larmoyants et 2 minutes après, qui discutent entre eux, qui rigolent, comme si ça n'était jamais passé. Ça m'a toujours ahuri, ça. Est-ce que tu crois que la France se fera des funérailles nationales? Non, ça m'étonnerait, là. Non, faut pas aller jusqu'à là. Tu sais, je suis né Jean-Philippe Smet, je suis devenu Johnny Hallyday, mais je mourrai de Jean-Philippe Smet.